Le rendez-vous est respecté, mesdames et messieurs, c'est dimanche et dimanche c'est Info 7. Nous recevons pour vous Jolino Makelele qui est porte-parole de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, et co-porte-parole de Cash. Et avec lui, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine qui est marqué, comme vous le savez, par le sommet de Luanda et par le dossier Bahati. Alors, Jolino Makelele est très heureuse de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Jolino, nous nous fouillons. Nous avons ouï dire que vous serez probablement dans le gouvernement. Mais la question brûlante, pourquoi ça tarde 7 mois déjà que ce gouvernement ne sort pas depuis l'accession du nouveau président, depuis d'ailleurs le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque entre Cash et votre allié? Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, je remercie les seigneurs d'avoir inspiré tous ceux qui pensent que je peux avoir une certaine des aptitudes à exercer des fonctions aussi hautes que celles d'un ministre, mais on n'en est pas là. C'est vraiment Dieu qui agit et il agit en l'espèce, il agira sur le président de la République après être passé probablement par mon président Vital Kamerhe, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'on soit là au service de la nation et surtout qu'il y ait des hommes neufs, des gens qui ont un certain esprit, une certaine vision du Congo et qui ne se laisseront plus guider par l'esprit de lucre comme on en a connu. Et donc qu'ils soient à l'écoute de la population, le fameux... Et qu'est-ce qui bloque? Il n'y a rien qui bloque pour l'instant. Ce qui bloquait est derrière nous. On a débloqué. On peut dire qu'on a débloqué. On est maintenant au stade où il va falloir procéder à la désignation des personnes, c'est-à-dire que chaque camp va proposer ses noms et au Premier ministre et au chef de l'État. Et le choix sera fait en fonction des équilibres régionaux. Et puis, la géopolitique comptera aussi encore. Le président de la République tient beaucoup à ce que la nation soit une, divisée. Et que chaque province soit valablement représentée. Nous prenons le tout premier dossier, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le dossier Bahati. Comme vous le savez, certains d'ailleurs traitent déjà Bahati de rebelle. A-t-il réellement claqué la porte du FCC? Lui dit non. Il reste dans le FCC mais crée son propre courant. Aujourd'hui, on doit compter avec Bahati dans l'équilibre de ce gouvernement parce qu'aujourd'hui, il y aura FCC Cash et FDC. Selon lui, et nous allons avoir la réaction de Peter Kazadi, qui est co-porte-parole de Cash aussi, et évidemment d'autres rédactions, comme à l'accoutumée, à réfléchir à haute voix sur les déclarations de la FDC. Premier condensé, s'il vous plaît. La candidature de Modeste Bahati Lukwebo au perchoir du Sénat est la raison de son auto-exclusion du Front commun pour le Congo. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de la FDCA a pris acte de cette suspension. Elle annonce cependant l'autonomie de leur regroupement vis-à-vis des institutions de la République, des associations de la société civile ainsi que d'autres regroupements et partis politiques. Face à cette suspension, certains élus et cadres de la FDCA ont fait entendre leur voix. Dans une déclaration faite ce mercredi, ils ont aussi pris acte de la décision du FCC et réaffirment leur loyauté à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. À cette occasion, ils ont réitéré leur soutien à la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba, candidat du FCC au poste du président de la Chambre haute du Parlement. Ces élus de la FDCA demandent à leur base de rester sereine et en alerte en attendant le mot d'ordre, rapporte notre source. Malgré sa suspension mardi dernier, Bahati Lukwebo maintient sa candidature au perchoir du Sénat. À ce poste, il bénéficie du soutien de la FDCA. Notez que le caucus des députés provinciaux de la FDCA du Sud Kivu a invité mardi dernier leurs camarades parlementaires au respect du statut et règlement intérieur de leur regroupement politique. Des lignes qui bougent à l'approche du dévoilement du tout premier gouvernement sous le régime Tshisekedi. Le FCC qui enregistre une perte de sa deuxième force politique FDC alliée dont la revendication de gérer le Sénat par son autorité morale n'a pas été bien digérée par ses pairs.
Pas mal pour le cash Peter Kazadi qui salue les gestes d'un homme libre de ses opinions. Je pense bien que M. Bahati a usé de sa liberté de ne pas se soumettre à une ligne de conduite imposée unilatéralement qui ne tient pas compte même de la réalité politique. Vous savez, dans cette famille-là, dans cette famille politique-là du FCC, M. Bahati représente la deuxième force. Alors, rien qu'à partir de cette réalité politique, je pense bien qu'il a le droit de revendiquer ce qu'il est en train de revendiquer. Maintenant, il est libre de prendre la direction qu'il veut. Il est congolais comme nous, que le chef de l'État avait attendu sa main à tout le monde. C'est lui qui veut prendre cette main. Pour moi, je crois que on peut compter sur lui. Une situation qui pourrait augmenter les douleurs de l'enfantement du gouvernement Ilunkamba, au-delà de ce que les députés proches de l'actuel chef de l'État qualifient des revendications démesurées du FCC de Joseph Kabila. Je peux une fois de plus fustiger les revendications démesurées des amis du FCC. C'est-à-dire qu'ils veulent même marcher sur ce qui doit revenir normalement au président de la République. Se reconnaissant toujours membre de la majorité parlementaire, Modeste Bahati entend obtenir son pourcentage au sein du futur gouvernement. Cependant, il maintient sa candidature à la présidence du Sénat à côté de celle de l'indépendant Tambwe Mwamba, adoubé par l'autorité morale du FCC. Jolino Makelele, avec cette auto-exclusion de Bahati, est-ce que les cartes sont à réjouir pour la composition de ce gouvernement? Est-ce que cela, comme l'a dit notre confrère, cela augmente les douleurs de l'enfantement de ce gouvernement qu'on attend tous depuis le mois de janvier? J'aurais bien voulu le croire, mais avoir le positionnement de M. Bahati, il l'a bien dit et il se présente comme candidat proche de FCC. Donc plutôt d'un de courant du FCC, mais il ne se considère pas comme totalement exclu du FCC. Et que donc il faut attendre le lendemain de ces élections, de cette élection sénatoriale pour en savoir un peu plus. Mais pour ce que je sais, c'est que M. Bahati est toujours proche de cette majorité-là. Nous aurions aimé un peu plus de clarté en la matière, mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas reçu. A-t-il agi en homme libre, Jolino Makelele? Je voudrais l'espérer. Un homme libre ou est-il rebelle, en fait? Non, s'est-il rebellé de son autorité morale? Non, mais attendez, je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration dans son chef, parce que quand vous voyez, vous êtes dans une association ou dans un regroupement politique, le FCC en l'occurrence, et que vous êtes la deuxième force de cette association et que vous vous retrouvez gros gens comme devant, et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une répartition, on ne tient pas compte de votre poids politique. Et je crois qu'il a été frustré de voir que le président... Il exprime simplement sa frustration. La frustration de son parti. Parce que son parti a fait campagne, a fait élire des députés en vue de participer, disons, aux instances... aux institutions du pays. Mais il y a quand même des défections au sein de son parti. Il y a des cadres qui disent non. Comme d'habitude, il y en a une base de Sud Kivu qui disent qu'on doit soutenir, obéir par deux mots d'autres de l'autorité morale. Donc, oui, mais moi je pense, de ce que j'ai pu voir sans être comptable en la matière, j'ai vu que la majorité des gens sont derrière lui. Et la majorité des membres de l'AFDC. Mais surtout, je vais insister, c'est pas la première fois que cela arrive au FCC. C'est arrivé à l'AMP avec le départ de gens qui se sont retrouvés au G7 et consorts. Donc c'est toujours ça, il y a une position que les gens dénoncent, la position d'après eux hégémonique du PPRD, qui veut s'accaparer. Mais Tambwe Mwamba ne se présente pas comme membre du PPRD, il se présente comme un indépendant. Vous l'avez bien dit, mais ne se présente pas comme. En fait, en réalité, il est PPRD. Il s'est fait élire comment, lui? Indépendant? Ok, donc on parle aussi de débauchage, entre guillemets. Vous êtes porte-parole, co-porte-parole du cash, donc vous êtes une bouche autorisée. Est-ce que Bahati a-t-il, comment dire, s'est-il approché de Cash ou du chef de l'État? Est-ce qu'a-t-il offert ses services au chef de l'État? Parce que vous avez suivi Peter Kazadi, il a dit, bon, le chef de l'État a tendu sa main à tout le monde, celui qui veut venir, il vient. Donc si Bahati, c'est vrai qu'il dit qu'aujourd'hui il est encore proche du FCC, comme vous l'avez dit, mais s'il voulait venir chez vous au Cash, est-ce que vous allez bien l'accueillir? Non, je répète ce qui a été dit par le chef de l'État, qui a été sur lequel a renchéri mon ami Peter Kazadi. Le président de la République a tendu ses mains à tous ceux qui veulent travailler pour le bien du Congo.
et d'où qu'ils viennent, pourvu qu'ils soient sincères et surtout qu'ils s'inscrivent dans la ligne de changement qu'ils prônent, eh bien, tous ces gens seront bienvenus. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut courir juste pour le partage du gâteau, parce que ça, ce serait même immoral. Et je pense même que M. Bahati n'y pense pas, je voudrais l'espérer en tout cas, parce que si c'est pour venir se faire blanchir dans une sorte de lavoir de changement, ce serait mal perçu par A-t-il des casseroles, comme certains le disent, les deux en fait ne sont pas aussi blancs que neige, que ce soit Alexis Thabo Mbamba, que ce soit Bahati Lukwebo. Donc pour vous, sont-ils dignes d'être les présidents du Sénat, de cette Chambre? Non, disons que sur le plan purement personnel, ils ont l'étoffe de la fonction. Les deux, hein? Ils ont l'expertise et l'expérience nécessaires. Maintenant, le reste, c'est chacun, il y a toujours des variations dans la carrière de l'un ou l'autre. Mais pour être sincère, ils ont la carrière, la carrure, l'un et l'autre. Mais maintenant, c'est de savoir qui est le moins mauvais, si je veux dire, de tous ces candidats-là. Le moins mauvais. Donc, nous avons suivi aussi dans les réseaux. Hein, c'est vrai que quand il s'agit on est proche, par exemple, de la sortie d'un gouvernement ou proche des élections pour avoir tel ou tel poste, il y a des coups en dessous de la ceinture, des coups bas. Et on a vu cette histoire de facture entre Steve Mbika et Bahati. Bahati a dit qu'il a payé pour tout le monde, pour les députés FDCA. Steve Mbika, il rétorque que non, il a payé par lui-même. Il y a une facture qui est sortie. Est-ce que c'est vraiment ça, les politiques congolais? Doivent-ils laver leur linge comme ça en famille? Et surtout, quand je dis en famille, pas en famille, mais en dehors, et surtout dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui dit la vérité, qui ne le dit pas aujourd'hui. Je suis heureux, madame, de vous entendre dire que maintenant, on ne sait plus qui dit la vérité, qui ne le dit pas, et d'où vient la vérité. Est-ce qu'il y a des vraies vérités, des fausses vérités? Des faux vrais documents, des vrais... Voilà, on ne sait plus très bien qui dit la vérité. C'est le propre des réseaux sociaux. Mais pour être plus sérieux, moi je pense que ce débat-là, ce n'est pas un débat digne de notre démocratie. Mais en démocratie, il faut savoir aussi être sincère et reconnaissant à l'égard de ceux qui vous aident. Parce que si à un moment donné, quelqu'un vous aide, vous assiste, il n'est pas toujours gai d'entendre dire que... C'est ça qui manque à nos politiques, la reconnaissance, la fidélité, la loyauté par rapport aux chefs des partis ou par rapport à leurs mentors, c'est ça qui nous manque? Oui, c'est quelque chose. Vous savez, madame, moi, mon expérience personnelle, c'est même gênant d'en parler. Moi, j'ai eu à résister aux tentations, j'allais dire, faramineuses. Il y a des gens qui sont connus sur la place publique, des gens du PPRD, de l'ancienne majorité présidentielle, qui m'ont approché 1000 fois. J'ai eu comme ça au moins 4 propositions de devenir ministre d'État. Tout ça, si je quitte Vital Caméré, on te propose du jour au lendemain, on appelle le président devant vous et on arrange ça, tout ça pour faire mal à Vital. Vous savez, et sans savoir que derrière le comportement politique d'un homme peut se cacher une véritable vision pour l'avenir de son pays et surtout une sorte de proximité avec la population. Et ça m'a toujours habité, cette proximité, cette abnégation, et c'est ce qui fait que moi, je suis loyal, je suis resté loyal à Vital Caméré jusqu'à présent, pas parce qu'il a une vision pour le Congo, et puis c'est un homme qui est extraordinaire dans ses rapports avec ses collaborateurs. Avant de conclure ce dossier, c'est vrai, est-ce que nous allons revivre, Jolinou Makelele, le scénario lors de l'élection de Kengo et de Shehu Kitundu? Parce qu'on le sait, on se souvient, il y a quelques années, en tout cas, le verdict, on était sûr, hein, moi personnellement, j'étais sûr que c'était Shehu Kitundu qui devait être président du Sénat, mais à l'étonnement, c'est Léon Kengo Adondo qui est sorti, et il n'était pas soutenu par l'autorité morale à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revivre, parce que l'histoire c'est ça ne fait que se répéter, est-ce qu'on peut revivre ce scénario? Parce qu'aujourd'hui, Thabo Mbamba est l'homme soutenu par l'autorité morale et Bahati va presque comme un outsider. Mais on connaît les politiques congolais. A-t-il des chances d'être élu président du Sénat? Comme en 2006 hein? Rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible, mais surtout, moi ce que je peux dire ici, c'est que si une ou deux voix de la majorité devaient se porter sur Bahati plutôt que sur Tambwe, ce serait déjà un coup
pour FCC. Et ça vous enchantera, vous, hein, le Kacha. Il faut dire la vérité, c'est de bonne guerre. Il faut à tout prix affaiblir le partenaire. Il faut le déboulonner d'une certaine façon. Tous les coups sont permis, non? Non, en politique. J'aimerais beaucoup que nous soyons forts, sans forcément profiter de la faiblesse des autres. Merci. Bonne formule. Nous prenons le deuxième dossier, mesdames et messieurs, c'est la déclaration de la jeunesse de MK, de Moïse Katumbi. Et la déclaration, coup sur coup, donc deux déclarations, et la déclaration des alliés de l'UDPS. Les choses se compliquent pour l'ancienne tête d'affiche de l'opposition à l'élection du 30 décembre dernier à RDC. Voulant s'affranchir de sa belle compagnie, Martin Fayoulou serait en train de se servir de son entourage pour tuer l'influence de ses pairs, chose qui a suscité la colère de la jeunesse de l'AMK, proche à l'actuel coordonnateur de la MOUCA. La jeunesse de l'AMK est profondément indignée de remarquer que M. Martin Fayoulou continue à entretenir ses activistes de l'SID et de la dynamique de l'opposition, à continuer dans une campagne de diabolisation à l'encontre de notre président Moïse Katumbi. Il vous souviendra que c'est le même Martin Fayoulou qui a, en 2007, élu M. André Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa, allant à l'encontre de la vision de toute l'opposition. M. Martin Fayoulou est allé chercher Mme Leïla Zerougui de la MONUSCO pour organiser une rencontre secrète avec M. Joseph Kabila pendant la période électorale à l'insu de ses pairs de la coalition Lamouka. Et la dernière en date, c'est la demande d'emploi introduite nuitamment par ce dernier à M. Félix Antoine Tshisekedi, alors qu'il criait à tue-tête ne pas les reconnaître et être le seul président élu. Cette jeunesse se voudra sévère à la récidive. S'ils ne se recadrent pas, nous serons obligés de les démontrer le revers de la médaille de ceux qui sont avec Moïse Katumbi. En attendant la rencontre du 20 juillet convoquée à Lubumbashi par Moïse Katumbi, il s'observe un climat de méfiance entre leaders de cette plateforme, la MOUCA. Si pour Katumbi et Bemba, la page devrait être tournée après les dernières élections au pays, le candidat malheureux à la présidentielle en RDC, Martin Fayoulou, est resté lui accroché au combat pour la vérité des urnes. Les forces politiques alliées de l'UDPS saluent les gestes que le chef de l'État a posés quant au fonds alloué spécialement aux déplacés de Djougou et apprécient cette visite de consolation en Ituri spécialement. Encourage en même temps le président de la République à prendre, en sa qualité de commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, toutes les mesures nécessaires tendant à la motivation de nos troupes pour l'éradication des forces négatives dans notre pays. Les forces politiques alliées de l'UDPS remercient le président zambien, son Excellence Edgar Lungu, et son peuple pour l'accueil chaleureux réservé à son homologue, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. À l'occasion de l'inauguration de la foire minière d'Ndola, dont il était le parrain. Quant aux prétentions démesurées de certains acteurs politiques en mal de positionnement, les forces politiques alliées de l'UDPS, tout en saluant la position du chef de l'État quant à ces, rappellent qu'il n'y a pas une crise politique, estiment que la création d'une quelconque institution dont le fonctionnement concurrencerait les dispositions constitutionnelles ne relève que des ambitions politiciennes, non seulement budgétivores, mais en plus inopportunes. Jolino Makelele, c'est ça l'image de la politique en République démocratique du Congo. Jeter tout en pâture, l'eau, l'enfant et l'eau du bain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ressort toujours les mauvais côtés hein, de chaque personne quand il y a problème. Aujourd'hui, la jeunesse de Moïse Katumbi reproche à Martin Fayoulou cette campagne de diabolisation,
Moïse Katumbi et tout ça. On lui rappelle d'ailleurs que c'est grâce à lui qu'André Kimbuta a été élu et tout, patati patata. Donc, ça sera toujours comme ça à chaque fois qu'il y a un problème. Oui, pour moi, il faut d'abord commencer par éviter les causes qui sont à l'origine de, cet acharnement ou de cette mise sur la place publique des choses qui sont censées rester en bonne élégance entre gens bien élevés. C'est la rançon, évidemment, de comportements malveillants de certains. Moi, je pense qu'ici, il s'agit d'un problème éthique. Martin Fayulu est dans son regroupement, la MOUCA, qui est censé agir d'une seule même voix, d'une seule et même voix. À partir du moment où il prend les positions un peu tangentes et qui n'arrive pas à assumer totalement, à savoir une vérité le jour et une autre vérité la nuit, et surtout... Donc pour vous, Martin Fayulu est un caméléon, comme on a dit. Donc pendant la journée, il dit ceci et pendant la nuit, il demande des postes, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette fameuse lettre qui a circulé qui demandait des postes. On a parlé de la dame de la Monisco et tout ça. Donc pour vous, Martin Fayulu n'est pas du tout sincère. C'est pas que Martin Fayulu, moi je constate, parce que les faits n'ont pas été démentis. C'est tout. Moi je suis un analyste des faits. À partir du moment où on dit, vous avez été voir la représentante du secrétaire des Nations Unies en vue d'envisager une rencontre avec Kabila. Vous la démentez si c'est vrai ou pas. Il n'y a pas de démenti. À partir du moment où on vous dit, vous avez écrit aux chancelleries occidentales pour reconnaître Félix Tshisekedi comme président de la République et qu'on vous attribue à vous-même un poste de président d'une institution quelconque qu'on doit créer tout à l'heure, que le président a rejeté d'ailleurs, a rejeté du revers de la main. Tout cela sans que vos collègues avec qui vous travaillez nuit et jour, ou plutôt plus le jour que la nuit, ne soient informés, ça donne une mauvaise image et même l'approche éthique que voulait brandir Martin Fayulu dans certains cas est en train de se tuer. Donc sa vérité des urnes, c'est un combat déjà on avait dépassé, désuet. J'ai toujours dit que la vérité des urnes eût pu être crédibilisée si au départ il y avait une vérité en matière de désignation du candidat commun. Moi-même, j'ai été à Pretoria, aux côtés de Vital Kamerhe. Martin Fayulu était dans la salle, F. Bazaïba, Délice Sanga, Mouzito, Matungulu. Donc le mensonge avait déjà commencé... Les critères du candidat commun avaient été désignés et il était patent aux yeux de tous les participants. Que ça devait être Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe. Ce sont les deux seuls qui pouvaient avoir 7 sur 8 ou 8 sur 8 sur ce critérium. Alors, donc, à partir du moment où on a violé cet acte de confiance, le reste n'était que... Donc la MOUCA est appelée à mourir de sa belle mort. Bon, je ne le souhaite pas, parce que toute association qui devrait aller dans le sens du changement dans son projet serait bienvenue, mais tel que c'est parti, moi je pense que les vérités sont là, mais surtout l'aspect, l'éthique, la morale, sur lesquels Martin Fayulu a bâti sa démarche est en train de s'effriter et de s'étioler parce que les gens découvrent qu'il ne dit pas la vérité. Qu'il ne dit pas la vérité. La déclaration de membres de l'UDPS, des alliés de l'UDPS, pardon, hein, il remercie le chef de l'État, sa présence réconfortante à Djougou, en Ituri. Mais bon, Julino Makelele, vous êtes un intellectuel, une élite de mon pays. Froidement, que doit-on faire pour que la paix soit quelque chose de palpable à l'est de la République démocratique du Congo? Nous croyons qu'avec le changement de régime, que ça allait changer, mais on a l'impression que non. À Djougou, ça ne va pas, à Minembwe, il y a toujours des poches d'insécurité. Qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour vraiment réguler? C'est vrai que le chef de l'État va partout, il peut y aller pour trouver des pistes de solutions, parce qu'il doit parler avec les voisins et tout ça. Mais ça ne change pas, on a l'impression que ça ne bouge pas. Que les gens continuent de mourir à l'est de la République. On doit dissocier les problèmes communautaires des problèmes de déstabilisation du Congo qui sont menés par des groupes armés, souvent financés de l'extérieur ou en tout cas ayant l'appui de l'extérieur. Pour ce qui est des problèmes communautaires, moi-même j'ai eu la chance d'accompagner le directeur des cabinets du chef de l'État dans ses déplacements récents à l'Est de la République.
Vous êtes arrivé à Minembwe? Moi pas, mais j'étais à Bukavu et tout ça. C'est parce qu'il y avait un problème logistique qui a fait que j'y suis plus allé. Mais de ce que j'ai vu, en présence de M. Rouberoy et Caméré, il y a eu un réchauffement des relations entre les communautés. Et il y a eu même une phrase extraordinaire qui a été prononcée, à savoir, essayez même pour bien montrer que vous avez un destin commun, essayez de vous marier entre vous. Vous voyez, c'est simple, mais c'est bien dit. Et avec ça, on rassure les communautés. Je pense que là, il y aura moins de problèmes qu'ailleurs. Mais pour ce qui est des groupes armés, le président de la République a montré sa détermination, à mettre fin à ce fléau. Et c'est l'une des raisons principales de ces déplacements dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo, que beaucoup reprochent. Mais vous ne pouvez pas, un pays qui a 9 voisins, dont à peu près 4 sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans les rébellions ou dans les actions de subversion menées contre la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas ne pas les rencontrer. Vous devez les rencontrer, c'est ce que le président a fait en allant en visite au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, en Angola, etc. Et je peux vous dire que l'état d'esprit dans lequel se trouvent tous ces leaders-là, tous ces présidents-là, c'est un état d'esprit autre que celui qui prévalait avant la l'époque. Et donc, ça coupe les bases arrières. D'abord, ça permet de couper les bases arrières de ces mouvements rebelles et même leurs sources d'approvisionnement et nous permettre aux forces armées alors de redynamiser leur combat à l'intérieur. Et ceci est d'ailleurs très encouragé par le fait que le président de la République a pris à bras le corps la problématique de la situation sociale de nos forces armées. Et vous avez vu comment cette fois-ci les soldes de militaires arrivent vraiment pile poil à temps. Vous avez vu comment ils sont ravitaillés maintenant et ils sont... Avec l'opération qui s'est passée en Ituri, le moral est vraiment au zénith. D'autre part, on a procédé à la permutation progressive des... Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à Minembwe? Parce que ça suscite vraiment une passion terrible, ce dossier de Minembwe. C'est vrai que la présence de M. Rouberoy et de Caméré à Minembwe a fait grincer beaucoup de dents. Pouvez-vous nous dire un peu plus par rapport à ce dossier de Minembwe? Qu'est-ce qui se passe à Minembwe exactement? Non, c'est-à-dire que quand vous avez des communautés qui... C'est souvent, ça part des faits anodins. Il y a une portion de terre qui est prise, ou qui est revendiquée, il y a un comportement individuel qui finit par rejaillir et puis... sur toute la communauté. Il y a des communautés qui sont là, les communautés Banyamulenge, les communautés Bachi, les Bariga et consorts. Mais je pense que c'est un mauvais calcul. Si jamais les gens étaient instrumentalisés, c'est un mauvais calcul pour le pays. Le président de la République l'a dit, nous sommes des Congolais, tous ceux qui sont sur le territoire du Congo et à partir de l'époque de l'indépendance du Congo, sont des Congolais et ils doivent être respectés. Mais il faut aussi qu'on respecte les traditions et les coutumes des uns et des autres en la matière. Nous allons à Luanda, le chef de l'État y est allé avec cette tripartite. Jolino Makele nous en dira un peu plus, qu'est-ce qui est ressorti de cette tripartite, parce que les mauvaises langues disent que c'est toujours la RDC qui sort perdante dans cette tripartite. Nous concédons beaucoup par rapport à nos voisins. Est-ce vrai, est-ce faux? Jolino nous le dira. Et la descente du secrétaire britannique à l'est de la République démocratique, toujours à l'est, la zone la plus riche, ou parmi la zone en tout cas où il y a la concentration des minerais de la République démocratique du Congo. Réunis ce vendredi 12 juillet à Luanda, le président Joao Lourenço d'Angola, Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni d'Ouganda ont examiné la situation politique, économique et sécuritaire sur le continent en général et de la sous-région en particulier. Le renforcement de la coopération était également au menu des échanges entre les 4 chefs d'État. Au sortir de ce sommet, les 4 nations se sont décidées de continuer à prêter une attention particulière à la création d'un climat favorable au renforcement de la coopération entre les pays respectifs dans différents domaines d'intérêt, y compris les sphères politiques et économiques.
La RDC y bénéficie notamment d'un appui des pays frères dans le processus de normalisation de l'épidémie d'Ebola. À cet effet, le sommet a chargé la République d'Angola, avec le concours de la RDC, de faciliter ces processus. Ici est de rappeler que cette réunion fait suite au sommet tripartite tenu à Kinshasa le 31 mai dernier entre le chef d'État congolais, rwandais et angolais. Centre de traitement de Katoa dans la ville de Butembo. Ici, l'entrée est soumise à des mesures strictes d'hygiène. Des mesures appliquées même pour le secrétaire d'État britannique au développement international. Rory Stewart, en séjour dans ce coin de la RDC, va passer en revue les différents mécanismes mis en place dans ce centre, grâce notamment aux agences de système des Nations Unies, pour entre autres la prise en charge, mais également le traitement des personnes contaminées par la maladie à virus Ebola. Sur place, le diplomate britannique va échanger aussi bien avec le personnel soignant que des malades. Celui qui m'a affecté, c'est mon grand-père, qui est aussi décédé ici sur place. On nous a trompé qu'il était empoisonné. C'est pourquoi je l'ai mis dans la voiture et moi à côté de moi. C'est là où j'ai contacté la maladie. Toujours à Butembo, Rory Stewart va assister à l'opération des vaccinations des personnes qui ont été en contact avec des malades décédés d'Ebola. Juste derrière moi, c'est la maison d'une dame qui vient de décéder récemment du virus Ebola. Et les personnes qui étaient en contact avec elle viennent ici se faire vacciner. Grâce à cette visite, j'apprends énormément de choses au sujet de l'épidémie et notamment le rôle important qu'a joué ce vaccin qui a été financé avec l'aide britannique et qui contribue à sauver des milliers de vies. Le secrétaire d'État de la Grande-Bretagne en charge du développement international aura un moment d'échange avec les opérateurs économiques ainsi que les autorités religieuses et coutumières, lesquelles espèrent une plus grande implication de ce pays afin d'assurer une couverture vaccinale maximale. Rory Stewart a rassuré quant à la détermination de son pays à amorcer un lobbying auprès des autres partenaires financiers pour une augmentation considérable de leur contribution à la riposte contre Ebola. À noter que depuis sa déclaration dans l'est du pays au mois d'août dernier, l'épidémie a déjà causé la mort de près de 1600 personnes. Jolino Makelele, question directe. Est-ce que la RDC sort perdante dans ce genre de réunion, des tripartites comme ça? Est-ce que la RDC... Comment dire, nous concédons beaucoup de choses par rapport aux pays voisins? Bon, c'est facile à soutenir, hein, mais moi je suis un esprit critique. Et quand on aborde ce genre de préoccupation, j'aime bien qu'on m'apporte des preuves. Et en l'espèce, je pense que vous aurez du mal à apporter les preuves de ce que la RDC, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, soit en situation de concéder quoi que ce soit de la République à des voisins. C'est mal le connaître d'abord, parce que c'est un homme, au-delà du caractère flegmatique et calme qu'il habite, c'est un homme d'un grand caractère et qui ne se laisse pas conduire. Même l'entrée, nous avons dit, l'entrée des troupes rwandaises dans le sol congolais, c'était pas ça? Non, mais tout ça a été dit, mais personne n'a apporté la moindre preuve de cette affirmation, de ces allégations. Et si tel devait être le cas, le président de la République, croyez-moi, si déjà en son temps Vital Kamerhe... Oui, j'allais le dire, Vital avait perdu son poste de président de l'Assemblée nationale. Vous pensez bien que le président de la République, lui, comme président garant, il n'aurait pas pu oser laisser une seule seconde à ces troupes-là entrer. Mais pour le reste, je dois dire que lorsque le président voyage, il faut quand même que le peuple le sache. Il le fait dans l'intérieur du Congo. Lorsqu'il a été récemment en Afrique encore, au sommet de Niamey et d'autres... de l'Union africaine. Pour bien poser les bases d'une zone de libre-échange. J'allais d'ailleurs poser la question par rapport à ça. C'est extraordinaire. Demain, les Congolais pourront partir à N'Djamena, à Abidjan, à, je sais pas moi, où, partout en Afrique, sans forcément une demande de visa. Les marchandises pourront circuler dans le cadre d'une zone de libre-échange et des zones franches. Bref,
tout cela va redynamiser l'économie du Congo. Et ce n'est pas pour rien que ça fait peur, d'ailleurs, au reste du monde, parce qu'ils savent que c'est un grand marché, l'Afrique, et que si l'Afrique arrive à s'unir véritablement, d'abord sur le plan économique, ce sera un moteur extraordinaire de développement. Nous allons rester dans ce dossier de la ZLEC. Beaucoup de gens disent que nous ouvrons trop vite nos portes parce que nous sommes un pays post-conflit, on n'a pas à se voiler la face. Nous sommes faibles économiquement, nous ne produisons absolument rien. C'est vrai que nous avons un marché potentiel de 80 millions d'habitants, ça séduit beaucoup, hein, les gens qui produisent et tout ça. C'est un marché, c'est un peu comme le Congo, c'est un peu comme la Chine de l'Asie. Est-ce que vous n'avez pas peur que nous soyons submergés une fois de plus, parce qu'aujourd'hui on nous dit, nous le sommes déjà. Les produits que nous consommons ne sont pas du tout des produits locaux. En grande partie, ça provient de ces gens qui ne le fournissent et qui ne sont même pas de bonne qualité, qu'on les dise à voix haute. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec cette ouverture de la RDC, de ces frontières, comme on le dit, de cette zone, que la RDC s'affaiblisse, malgré qu'elle est grande, mais elle sera absolument faible parce qu'elle ne produit rien? Oui, madame, ça renvoie à la problématique des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est un élément capital et c'est ce qui a valu au président de la République de mettre en place son programme de 100 jours. Et lorsque vous avez des routes, récemment, moi aussi, j'ai eu encore eu la chance d'accompagner le chef de l'État à l'occasion de sa récente visite dans la Chopo, un pont comme le pont de Lubunga ou de Luboya. Ces deux ponts-là qui relient une province comme la Chopo à une province comme le Nord Kivu, ce pont est impraticable depuis plus de 9 ans, madame. 9 ans. Autant dire que les commerçants qui viennent du Nord Kivu sont découragés de la perspective d'aller vendre à Kisangani, par exemple. C'est fini. Alors ce sont les petites gens qui vont se débrouiller pour aller. Et résultat, le coût de revient de cette matière va exploser. Et donc, mais si nous avons, comme le président l'a fait dans son programme de 100 jours, il a fait réparer ce bilan, vous nous parlez de programme de 100 jours, mais personne ne nous a restitué. On en est où? C'est vrai que quand le chef de l'État a lancé ce programme, c'était fait, vraiment, on a vu, il a lu, vraiment, tout le monde a écouté le chef de l'État, mais après 100 jours, c'est le silence. Hein. Jean-Lino Makelele, personne ne nous dit qu'est-ce qu'on a fait du côté social, du côté des infrastructures, du côté de l'énergie, parce que le chef a des proposés. Personne ne nous rend pour nous dire, voilà, on en est là, par rapport à ce programme. C'est un vide, c'est un silence assourdissant par rapport à ces 100 jours, Jean-Lino Makelele. Vous êtes porte-parole du CACH, dites-nous si ce programme a été réalisé à combien de pourcents. C'est peut-être pour ça que je suis là aussi, mais je peux vous dire déjà que le directeur du cabinet du chef de l'État tiendra une grande conférence de presse dans les jours à venir où il exposera les résultats de 100 jours, des promesses des 100 jours. Donnez-nous l'indice. Qu'est-ce qui a été fait pratiquement? Bon, attendez. Quelque chose de pratique, vraiment, quelque chose de pratique. Parlons Kinshasa. Ok. Madame, est-ce que vous utilisez un véhicule, madame? Pouviez-vous faire du 60 km à l'heure, du 40 km à l'heure entre l'avenue Victoire et l'avenue Kassavubu, soit le bout du palais comment on appelle ça, du Parlement, de l'Assemblée, du Parlement, jusqu'à Mamapoto. L'avenue Sayo, impraticable, madame, quasiment impraticable depuis une dizaine d'années. Nous l'avons fait. L'avenue Bokassa est en train d'être achevée. L'avenue de l'université, mêmement. Nous sommes en train de... Je parle que de Kinshasa là. Mais si vous allez à l'intérieur, même à Kinshasa, nous avons tout ce qui est les grands croisements, les grands carrefours, où il y a des embouteillages monstres. Nous faisons ce qui est communément appelé des sauts de mouton. Mais ce sont en réalité, ceux qui suivent un peu, qui connaissent un peu l'Europe, ce sont les viaducs. C'est-à-dire, vous verrez des véhicules qui viennent d'un côté, qui pour... Les travaux se font dans ces... oui, madame, on creuse jusqu'à 50 mètres en dessous. Okay. Ce sont des structures solides qui vont prendre, qui prennent un peu de temps, mais ça va poindre... C'est la fondation qui prend le temps. Ça va poindre d'ici peu. Dans quelques semaines, ça va poindre et les gens vont voir... À l'intérieur du pays, les maquettes, à l'intérieur du pays, madame. Qu'est-ce qui a été fait pratiquement? Je peux prendre la route Mbanzangungu, ici, et tout près de Mbanzangungu-Kamba. C'était impossible de pratiquer. La route Boma-Mwanda, c'est dans le projet qui est en train d'être effectué. Si vous prenez, j'ai parlé du pont dans le Chopo,
mais vous allez dans les Kindu, c'est la même chose. En ce qui concerne l'énergie, vous allez les centrales de Kakobola. Kakobola, je crois, Kakobola. C'est remis, ça va être remis sur pied. Il y a un transformateur à Likasi. Vous allez à Inga. Vous savez comment, comment dirais-je, le sable empêchait disons la présence de sable empêchait le fonctionnement des turbines. Eh bien, nous avons acheté 2 grands dragueurs qui sont en train de travailler maintenant pour désensabler tout cela et permettre donc à l'eau de couler à grand flot et donc au débit d'augmenter. Un mot par rapport à l'Ebola. C'est vrai que l'Ebola, cette fois-ci à l'est de la République, ça prend du temps. Hein, et ça commence vraiment à peser même sur l'image de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai voyagé dernièrement, on m'a dit, la RDC, le pays de l'Ebola, ça fait mal. Quand on vous taxe comme ça, de dire que la RDC, c'est le pays de l'Ebola. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Pourquoi on ne parvient pas, cette fois-ci, à mettre fin à cela? À l'Ouest, on y est arrivé, à Kikwit. C'est la 10e fois, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Je vais y aller, madame, non sans avoir terminé un tout petit peu ce que je disais. Je vous en prie, en quelques minutes, oui. En quelques minutes, madame. Allez poser la question aux mamans et aux éléments de nos forces armées qui habitent les camps Tchachi, qui n'ont plus vu couler une goutte d'eau depuis plus de 15 ans et qui ont été dans l'euphorie en voyant cette réalisation. Allez bientôt à l'Unikin, il y aura de l'eau. Vous connaissez bien l'université de Kinshasa, il y aura de l'eau, l'accès à l'eau potable sera garanti. Allez demander à nos amis qui sont à Kimbanseke, ils vont dire que le courant, c'est rétabli et c'est une œuvre de Félix Tshisekedi. Ça, c'est vraiment... On attendra le point de presse de Vital Kamerhe pour avoir plus de détails. Mais pour ce qui est d'Ebola, madame, le président de la République a pris à bras-le-corps ces fléaux en instituant une commission qui fait le suivi de ces multisectoriels, qui fait le suivi de ce dossier. Et pour l'instant, nous pouvons dire que, même avec l'assistance de nos partenaires extérieurs, nous sommes en train de vaincre petit à petit ces fléaux. 1600 personnes décédées déjà. Oui, mais sinon, autrement, nous aurons eu une vague terrible, mais Dieu... Est-ce que l'Ebola n'est pas devenu une arme de guerre? On ne comprend pas très bien. Non, je ne suis pas... Comme le viol, hein, comme on le dit à un moment. Si tel était le cas, c'est dans toutes les provinces que cela se produirait, mais je crois que c'est assez circonscrit. Dans un coin de la République. Mais il faut vraiment en parler, hein, parce qu'à l'extérieur du pays, les gens pensent que c'est toute la RDC qui est contaminée. Ça fait mal. Il faut tout le temps expliquer que c'est dans un coin de la République, tout le temps expliquer. Je crois que c'est aussi notre travail de la presse de dire à la communauté internationale que ce n'est pas toute la RDC qui est infectée, ce n'est qu'une partie de la RDC, même vraiment des poches où se trouve l'Ebola. Nous allons aller, mesdames et messieurs, parler des députés validés, invalidés et tout ça. La Cour constitutionnelle a dit niet, c'est fini. Plus de réclamations, la Cour ne reviendra plus sur les résultats parce que dernièrement, il y a eu encore d'autres députés qui sont allés pour réclamer. Et nous allons avoir la réaction de M. Mukuna et le collectif des 31 députés invalidés. Ils ne capitulent pas face aux derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, les invalidant après rectification d'erreurs matérielles. Ces 31 députés nationaux, dont un échantillon ici présent, estiment qu'ils demeurent les seuls à bénéficier de la validation de leur mandat à l'Assemblée nationale. Fort de prescrit de l'article 168 de la Constitution, nous sommes les seuls députés nationaux qui doivent être validés. En effet, ces députés estiment que face à 2 arrêts rendus par la Haute Cour sur le même dossier, le principe de l'antériorité s'impose et est de stricte application. Le principe de l'antériorité des actes juridiques veut que celui qui est bénéficiaire d'un acte ancien en temps est l'unique à être reconnu. Lorsque nous parlons de la superposition des arrêts, c'est comme sur une parcelle, il y a un certificat d'enregistrement constatant le droit d'un individu et le conservateur de titres immobiliers vient établir un autre certificat sur la même parcelle pour reconnaître à un autre. En ce moment-là,
c'est le premier occupant, le premier bénéficiaire du certificat qui est reconnu en droit. De même, lorsque la composition Funga nous trouve députés nationaux munis des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle après vérification de mandat et qu'il prend les arrêts en superposition de nos arrêts, ce sont des arrêts frauduleux qui n'auront pas droit d'être exécutés. À l'Assemblée nationale, ces députés nationaux, toutes tendances confondues, estiment qu'elle ne peut pas valider d'autres députés que reconnus déjà par la Cour constitutionnelle en vertu des arrêts de mai et juin 2019. Lors de la création de la Chambre spéciale, 377 pièces à conviction versées au dossier de la partie Mukuna avaient disparu au greffe. Jean-François Mukuna demande comment ces pièces ont pu s'envoler avant et pendant les délibérés. J'ai introduit une requête avec les preuves. 377 pièces et nous avons plaidé. La Cour a rendu un arrêt mais validant et la partie adverse a introduit une requête, ce qui est son droit, pour pouvoir rectifier les erreurs matérielles. C'est là où se pose un petit souci. Toutes les pièces de mon dossier avaient disparu. Ils ont considéré qu'ils peuvent statuer uniquement sur base des pièces de la partie adverse, qui n'a introduit que le résultat ou les pièces qu'il avait introduites à la première audience. Donc il n'y avait pas une erreur matérielle de prouver. Vice-ministre de Finances, Jean-François Mukuna, et de la liste APECO de Bruno Chibala, il pense que la Cour n'a pas fait correctement son travail et exige sa réparation. La Cour n'a peut-être pas bien fonctionné. Je suppose que c'est une erreur qui peut arriver et que l'honneur de la Cour demande à ceux qui reviennent d'une manière sage, en plénière, pour qu'ils puissent rectifier cette erreur. Je fais confiance à la justice nationale, mais il peut y avoir des petites erreurs. Toute œuvre humaine est imparfaite. Donc il est demandé à l'humain de pouvoir rectifier éventuellement s'il y a des erreurs. Pour rappel, par son arrêt du 10 juin dernier, la Cour constitutionnelle avait déclaré Jean-François Mukuna élu député national de la circonscription de Nganda-Jika en invalidant Germain Mutombo de l'AMK proclamé par la CENI. Mais l'arrêt des résultats définitifs rendu le 4 juillet l'a écarté, reprenant Germain Mutombo. Jolino Makelele, ça fait un peu sourire, mais c'est absolument triste et incroyable que ces images, cette scène qu'on voit de la Cour constitutionnelle, invalidée, validation, validée, on s'y perd même dans cette bouillabaisse qu'est la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Et pour vous, Jolino Makelele, cette Cour a bien fait son travail comme on se le demande? Je peux vous dire ici que la Cour constitutionnelle a beaucoup perdu en crédibilité tout au long du processus, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs autres faits sur lesquels la Cour a eu à statuer qui lui ont valu pratiquement l'opprobre. Et je pense que, pour résumer tout cela, il est grand temps que les magistrats de cette haute Cour puissent se ressaisir et qu'ils mettent l'intérêt général avant toute autre chose. Est-ce que même en procédant à cette correction des erreurs matérielles, c'est déjà la preuve, c'est bien, c'est rendre justice à ceux qui l'auront mérité, mais c'est déjà reconnaître quelque part qu'on n'a pas bien fait. Qu'on a failli en fait. Qu'on a failli. Parce que c'est le dernier recours, c'est le dernier rempart en fait. Oui, et comme c'était même pas un recours normal en droit, c'était un peu spécial, cette correction d'erreurs matérielles, eh bien, on est arrivé à une situation telle que les gens se sont dit, eh bien, si le président de la République n'avait pas haussé le ton, peut-être que des innocents ou des gens auraient encore perdu des plumes ou seraient en train de coller la Moulomboka, comme disent les Quinois. Et donc il a fallu... je renchéris, comme disent les Quinois. Voilà. Donc le chef de l'État a eu raison de s'impliquer dans ce dossier. Et en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, et parmi les institutions, il y a la Cour constitutionnelle, le président de la République a demandé au président de la Cour constitutionnelle ce qui s'est passé, parce qu'il avait entendu la clameur publique, les gens dire que ça ne va pas, il y a des faits de corruption, et les jugements, des arrêts qui ont été rendus sont parfois iniques ou ne sont pas correctement rendus. Le président de la République a fait venir le président de la Cour constitutionnelle et lui a demandé ce qui n'allait pas par rapport à ce que lui a entendu du peuple.
Et le président de la Cour constitutionnelle lui a dit ce qu'il fallait, ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait. On parle, Jolino Makele, du dépassement du délai, plus de 6 mois, oui, c'était pas normal déjà. Ce sont des choses qui ne font pas honneur à notre justice. Ce sont des délais, j'allais presque dire, incompressibles. C'est-à-dire lorsque vous, la Constitution ou les lois de la République vous disent vous avez 60 jours, eh bien c'est dans les 60 jours. Dans les 60 jours qu'on doit... C'est vrai que vous avez parlé... C'est vrai qu'à l'heure des charges, on a eu un peu plus de contentieux cette fois-ci qu'à l'ordinaire, mais... il devait faire diligence, en tout cas travailler jour et nuit pour respecter les délais. Voilà. Vous avez parlé aussi de la corruption. J'ai suivi personnellement un extrait de la députée Christelle Wanga qui parlait du fait qu'on a presque menacé. Je peux me permettre que si elle ne donnait pas un tel montant, elle sera invalidée. Willy Michiki a dit la même chose, qu'il a des preuves qu'on l'a invalidée. On a même suivi la fille du Premier ministre qui a parlé d'une somme remise au directeur de cabinet de tel magistrat. Est-ce que ce ne sera pas une raison aujourd'hui pour que le chef de l'État puisse changer cette chambre? Parce que c'est ça le souhait de la population, que le chef de l'État réforme cette cour et qu'on mette les gens qui sont, je ne sais pas des saints, mais qui ont quand même une éthique et une morale assez bien, assez propre. Oui, le président de la République est, lui, le garant de la Constitution. Et que donc, à ce titre, il n'a pas à avoir un avis personnel qu'il puisse exprimer qui soit contraire à cette Constitution. C'est la Constitution qui parle de la composition des magistrats de la Cour constitutionnelle et il y a une loi organique qui détermine les modalités de désignation de ces magistrats. Et donc, il faut absolument passer par une réforme, une révision de la Constitution pour changer les choses. Vous savez, chez nous, quand on parle... On va travailler, on va rester avec cette cour jusqu'aux élections de 2023. Oui, mais c'est ça? La seule chance, ou la seule chose, c'est que nous allons demander aux deux chambres, à l'Assemblée nationale et aux sénateurs, qui puissent, j'allais dire, prendre conscience de ce qui vient de se passer afin de désigner. Parce qu'il y a le président de la République, il y a les deux chambres, et puis il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui procède à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Donc nous demandons à toutes ces instances-là, le président de la République l'a déjà dit, on a vu avec quelle force il a agi, morale, ce qui induit une certaine rigueur dans le choix qu'il aura à faire d'ici là d'autres membres du Conseil constitutionnel. Et nous invitons alors les parlementaires, les sénateurs et députés qui auront à choisir les deux membres qui vont remplacer ceux qui sont déjà en fonction, à ne voir que le sens des responsabilités. Ce sera aussi par rapport à la CENI, parce que la CENI aussi, ce sera aussi les mêmes. On doit aussi changer de critérium pour la CENI. La même chose, je crois qu'il serait. Là, c'est une loi organique qui détermine ces modalités de choix. Je pense que si nous sommes tous à l'écoute, si nous avons tous été à l'écoute de ce que le peuple a dit à l'occasion de ces élections, à savoir qu'il veut le changement, et que ce changement doit se traduire notamment par la promotion des hommes intègres, eh bien, il va falloir qu'on touche un peu au mode de désignation. Je ne veux pas terminer ce chapitre de la politique sans... Vous êtes porte-parole de l'UNC, co-porte-parole de Cash. Je ne veux pas terminer sans parler de ce fameux deal. Je reviens toujours, parce que cette question revient toujours, parce qu'on dit que c'est d'ailleurs à cause de ce fameux deal qu'il y a blocage au sein du gouvernement. Les gens ne savent pas. C'est quoi? Est-ce que c'est un deal? Le président a dit c'était peut-être quelque chose d'oral. Est-ce qu'on n'a pas ratifié? On ne sait pas, le peuple ne comprend pas qu'est-ce qui s'était fait autour de ce fameux deal. Alors, Jolino Makele, dites-nous, ce deal-là, c'était quoi? Est-ce que vous en avez... je sais pas, des informations sur ce deal-là? Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts s'agissant de ce fameux deal. Ça revient toujours, ça rebondit toujours. De ce que moi je sais, je peux ne pas tout savoir, mais de ce que moi je sais, dans la position qui est la mienne, il n'y a jamais eu un écrit au terme duquel on vous donnait ceci et en contrepartie vous nous donnez cela. Non, pas du tout. Je n'ai jamais eu ça. Mais les gens sont des hommes d'État, savent ont compris que lorsqu'il y a des résultats comme cela, qu'il y a un président de la République qui est d'un bord politique et qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est d'un autre bord politique, vous avez le choix. Soit vous allez en cohabitation, soit vous allez en coalition. Vous allez en cohabitation, chacun des acteurs d'un camp
se cramponne dans ses attributions, dans ses prérogatives. Le président de la République dit, moi, je peux ne pas nommer, ou je peux ne pas signer la convocation d'une réunion du Conseil des ministres, ou ne pas approuver l'ordre du jour prévu, ou ne pas nommer, etc. Et le gouvernement qui dit, écoutez, tout ce que le président voudrait faire, nous, au niveau de l'Assemblée, on va bloquer. Non, là, ces choses-là sont peut-être bonnes pour les grandes démocraties qui ont déjà vécu ça. Mais même celles qui ont déjà vécu ça, comment il y a toujours des couacs. Vous souvenez-vous des passes d'armes entre François Mitterrand et Jacques Chirac? La France était quasiment paralysée. Vous avez vu le Premier ministre suivre sur ses pas le président de la République à chacun des sommets où il y avait une sorte de dichotomie. Le Premier ministre parlant dans une interview d'un côté, le Premier ministre de l'autre. Bref, il n'y avait pas d'unité et nous n'allons pas offrir ce spectacle aux Congolais. Et donc, nous avons opté pour la coalition, c'est-à-dire la mise en commun de nos forces politiques en vue d'un objectif. Cet objectif, il est tracé par le président de la République. Le président de la République, dois-je rappeler, en nous invitant à lire les dispositions de l'article 90 et 91 de la Constitution, la politique, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Qui tarde à venir. Mais cet gouvernement, et cette politique est déterminée en concertation avec le président de la République. Donc, et c'est connu dans le régime présidentiel ou semi-présidentiel, c'est le président de la République qui trace le... Donc il n'y a pas deux centres d'impulsion dans ce pays. Il n'y en a pas. C'est le président Félix Tshisekedi. Et là, c'est ce qui me permet de revenir sur la formation du gouvernement en disant que c'est vrai. Lorsqu'il y a des gens d'un côté qui pensent que le président de la République peut ne pas avoir, j'allais dire, des domaines sur lesquels il a géré particulièrement, je dis non. Il n'y a pas de domaine réservé à une opposition. Non. Le président de la République, surtout dans ce qui concerne les domaines... Les ministères régaliens, est-ce que ça reviendra au... Je ne sais pas vous dire plus ici, vous attendrez le moment venu, mais ce qui est vrai, c'est que je ne connais pas un Premier ministre, un président de la République qui puisse ne pas savoir orienter la politique de la défense de son pays ou la politique sécuritaire de son pays ou même la politique financière de son pays. Il doit avoir un droit de regard. Et donc, bref, il faut, mais nous sommes en coalition, nous nous considérons comme des partenaires, c'est là déjà le plus important. C'est ça le compromis à l'africaine, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères français? Qui dit coalition dit toujours compromis. Et donc, nous avons un Premier ministre qui vient de la majorité, un grand technocrate, faut-il le rappeler, Ilunga Ilunkamba, qui a fait ses preuves. Et vous aurez des membres du gouvernement qui seront désignés et on essaie... Est-ce que c'est lui qui va choisir ses ministres ou ce sera le président? Non, c'est-à-dire que lui, il propose des ministres qui propose du FCC. Le Premier ministre propose des ministres du FCC. Mais j'imagine, et chacun peut le comprendre, qu'il ne les aura pas désignés motu proprio. Il aura fait un pas à Kingakati pour se concerter. Il n'est pas le seul à faire ce pas à Kingakati. Hein? Oui, il n'est pas le seul. Hein? Oui, mais d'accord, mais il y en a qui l'ont fait dans des moments bien particuliers pour que la paix soit là. Et une fois que c'est fait, ils n'ont plus eu besoin d'aller à Kingakati. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la VSV, son atelier sur la paix et la non-violence. Et nous allons parler de cette décision de la fermeture des bars à Kinshasa. Cette décision qui, selon certains, j'ai essayé de fouiller dans le net, disent que ce n'est pas du tout respecté dans certaines communes. Il y en a qui m'ont dit, Madame Paulette Anyango, ici, ça ne va pas, ça continue. Il y en a qui disent, à bon marché, ça ne va pas, ça continue, la nuisance sonore. Et il y en a qui disent qu'on doit encore renforcer cette décision. Le ministre doit renforcer ces décisions par rapport aux églises de réveil, parce que ça aussi, c'est une autre son de cloche, permettez-moi de le dire. En tout cas, la nuisance sonore à Kinshasa est vraiment nuisible, surtout pour les élèves, et tout ça, on côtoie les églises, les bars, et les enfants ont difficile à étudier, surtout pendant la nuit. Donc, l'avant-dernier dossier, Maurice Giganto, s'il vous plaît. Ces ateliers sont organisés dans le cadre du réseau Service Civil pour la paix financé par Pain pour le Monde, service protestant de développement. L'objectif que poursuit la Voix des Sans-Voix est le renforcement des capacités des jeunes dans la résolution non violente des conflits dans leurs communautés respectives. Plusieurs thématiques liées à la paix et à la non-violence ont été abordées
au cours des travaux de cet atelier. Il a été clairement souligné au cours des travaux de cet atelier que lorsque la paix est menacée dans un espace donné, tous les droits humains, civils et politiques, socio-économiques, ainsi que d'autres droits collectifs les seront également. La non-violence est également le passage obligé pour le respect des droits humains, car elle reconnaît à tout être humain le droit d'exister et de jouir d'autres droits et libertés fondamentales. La paix étant nécessaire pour la jouissance d'autres droits humains, des jeunes de Massina et Makala ont acquis des connaissances quant à ceux. Dans ces 2 jours, hier et aujourd'hui, c'est vraiment très encourageant et puis nous devons le sensibiliser également là où nous sommes, dans nos milieux de vie, et nous devons expliquer aux gens que la paix est l'affaire de tout le monde. La vie est un don précieux que Dieu nous a donné. En tant que tel, nous devons la protéger. Nous ne pouvons pas ôter la vie aux autres par des violences, mais plutôt nous devons vivre en paix dans nos milieux respectifs. La Voix des Sans-Voix a saisi cette occasion pour saluer la décision de la CPI déclarant coupable Bosco Taganda pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'élément que la population qui doit arriver à savoir, cette ordonnance existait depuis 1970. Ce qu'il a fait là, juste remis sur la table. Comme on l'a toujours dit, le Congo, nous sommes dans un pays où il y a des lois, mais le problème, c'est un problème de la mise en application. Et que les dirigeants, souvent, ceux qui passent, comme ils n'ont jamais porté le Congo à cœur, c'est posé là pour eux, l'anarchie, c'était la meilleure façon de gérer. Au moins, ceux qui sont là maintenant, bon, on voit que les choses sont en train de bouger. J'ai vu M. Lito en action quand il était à la commune de Kitambo. Il doit mettre en place une politique où l'autorité doit travailler avec la population doit accompagner l'autorité. Il faut une bonne communication pour que la population arrive à savoir exactement. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la population congolaise, c'est quoi? Nous sommes ignorants de nos lois, pas de nos droits, de nos devoirs. Conséquence, nous sommes en train de payer. Moi, je crois, au niveau de l'Assemblée provinciale, il doit encore revoir. Parce qu'un parent ne peut pas rester dans un bar jusqu'à 23h. C'est jusqu'à 21h. À ce moment-là, il aura le temps de voir ses enfants. Quand les 2 parents sont là, les enfants ont la possibilité d'avoir une bonne éducation. Parce que la Bible est claire. Il a toujours demandé aux parents de montrer à l'enfant la bonne direction. Et notre souci, qu'il arrive à faire des choses qui vont rester dans le cœur des Kinois. Comme je l'ai dit, Ngobila il est de PPRD, Kimbut était de PPRD, Kimbut a été la poubelle, Ngobila Kinbopeto. Pour dire que le problème, ce n'est pas un problème de parti, c'est un problème où les Congolais doivent se mettre réellement ensemble pour voir comment arriver à reconstruire ce pays. Jolino Makelele, est-ce que les Kinois n'aiment pas le silence? Au-delà de votre question, je pense qu'il y a toute la problématique du savoir-vivre en société. Il nous faut savoir que chacun de nous a une part de liberté qui s'arrête là où la liberté des autres commence aussi. Et s'agissant de la problématique des nuisances sonores, je suis à l'aise d'en parler puisque j'étais l'auteur d'une motion de défiance à l'égard de l'ancienne ministre de l'Environnement de la ville de Kinshasa, parce que j'avais constaté que, à force de questions orales que j'ai posées et qui n'ont pas reçu de réponse, elle ne méritait pas d'être à sa place. Je suis donc l'un des rares auteurs, sinon le seul et unique, à avoir interpellé le gouverneur tout au long de son mandat, le seul et l'unique député de Kinshasa à avoir osé interpeller le gouverneur de la ville de Kinshasa. Si vous prenez le texte de mon interpellation, je pourrais vous l'apporter, vous verrez que toute cette problématique des nuisances sonores, d'insalubrité, etc., se trouve reprise là-dedans. Et donc s'il fallait attendre qu'il y ait un nouveau gouverneur, c'est triste. Mais je voudrais espérer que la prise en compte, les textes existent, nous avons nous-mêmes, députés, pris les édits, donc les lois, de l'Assemblée provinciale sur cette question. Mais ça n'a jamais Mais pourquoi ce n'est pas appliqué? Pourquoi? Parce que les autorités, l'exécutif a eu peur
d'affronter les tenanciers de bar, la population ou les tenanciers des bars, en se disant que c'est un électorat. Et si vous vous lancez trop là-dedans, mis en tête, et ces gens-là vont se fâcher. Et puis non, l'état de droit, et ça je reviens justement à la politique que mène le président de la République, qu'entend mener le président de la République, c'est-à-dire la restauration de l'autorité de l'État. Mais toutes les lois, toutes les décisions ne doivent pas être populaires, si c'est pour... je vous conseille, madame, c'est ça justement le sens de l'approche du président Félix Tshisekedi. L'autorité de l'État, ça veut dire que lorsqu'on va remettre l'État à sa place, l'État doit être... On doit obéir à l'État. Quand on dit obéir à l'État, c'est-à-dire au texte de loi. Parce que l'État n'est pas, j'allais dire, une institution une instance ou une institution qui travaille en dehors des règles. En réfléchissant à contrario aussi, il y en a qui disent que non, là c'est l'atteinte à la liberté des gens. Moi je suis dans mon bar, je prends mon verre et tout ça. Oui, pourquoi l'État doit me dire à 21h, comme l'a dit M. Mangalibi, à 21h je dois être à la maison? Ça c'est l'atteinte à ma liberté, selon certains. Il faut bien lire les textes. On vous dit vous pouvez rester. Vous pouvez rester, mais si vous restez dans un endroit clos, c'est pas interdit, vous pouvez, dans un endroit clos, vous pouvez aller jusqu'aux petites heures du matin. Mais qu'il n'y ait pas des... Mais en public, c'est-à-dire où vous faites du bruit, où avec la des musique est tonitruante, etc. Il faut quand même que les gens arrivent à penser à nos enfants. Nous, quand on était tout petits, on savait rester à la maison, étudier, sans être dérangé par le bruit, les nuisances sonores. Et même, il y a aussi, j'allais dire, on parle souvent des nuisances nocturnes, mais il y a aussi des nuisances diurnes, et qui sont les faits de certaines églises, de certains mouvements. Mais si on ose le dire, on va vous dire que vous êtes sorcier, vous n'aimez pas Jésus, moi, voilà, je veux qu'il y ait une égalité. On va vous envoyer des feux. Une égalité par rapport à cette problématique-là. Nuisance, d'où qu'elle vienne, doit être, j'allais presque dire, bannie. Et nous tenons beaucoup à féliciter le gouverneur Jean-Thénie Ngobila pour les initiatives qu'il est en train de prendre. Et on espère qu'il sera ferme dans l'application de la loi. Et pour cela, évidemment, ce sont les bourgmestres, parce que les bourgmestres, ils vont avoir un manque à gagner, d'après eux. Les taxes et tout ça. Il faut être sévère, strict. La police doit faire respecter les textes. Et surtout, il n'y a pas que ça. Il y a la problématique de l'insalubrité en général. Tous ces mamans qui vendent à même le sol, au marché des... Didier Boila, salut à toi qui fait cette campagne de salubrité pour la ville de Kinshasa. C'est incroyable la saleté qu'il y a à Kinshasa. On ne peut pas imaginer dans un pays comme le nôtre. On cherche, les gens ne comprennent pas que tout se tient. Lorsque vous vendez les biens de consommation de première nécessité à même le sol, eh bien, en fait, vous achetez de la maladie. Une maladie, et quand vous allez, vous avez de la maladie, c'est de l'argent que vous allez dépenser pour aller chez le médecin ou chez l'infirmier. Et donc, c'est tout un cercle vicieux. Après, vous allez vous étonner que vous soyez en mauvaise santé, en même temps mal nourri, et en même temps sans avoir de l'argent dans vos poches. Nous allons terminer par un dossier qui est vraiment spécial. C'est vraiment... dossier par rapport au marché des 3000 maisons proposé. Cette lettre a circulé d'ailleurs, comme j'ai le porte-parole de l'UNC, il va essayer de nous éclairer un peu par rapport à ces dossiers, parce que nous avons ouï dire que le directeur de cabinet du chef de l'État a octroyé un marché de gré à gré pour la construction des maisons militaires à Kinshasa, et la facture a fuité, comme on le dit toujours sur les réseaux sociaux, 57 millions de dollars qui a été demandé expressément pour la construction de ces maisons sociales pour les militaires. Et par rapport à ces dossiers de 100 jours, on ne comprend pas très bien, mais voyons plus de détails dans ce dernier paragraphe, s'il vous plaît. Donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh bien, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Voilà à quoi ressemblaient les discours d'un opposant, promettre de combattre la corruption au pays. Eh bien, depuis le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi est président de la République. Tout le monde cherche le voir à l'œuvre. Le 2 mars 2019, le chef de l'État lance son programme d'urgence pour ces 100 premiers jours. Et voilà ce qu'il déclare pour le secteur de l'habitat. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux
notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Aucune mention pour les maisons des policiers et militaires. Documents à l'appui, l'on prévoyait la construction de 1500 maisons préfabriquées par la société Samibo Congo, CRL. Montant global du projet, 57 600 000 $ américains. La compte versée était de 17 350 000 $ américains. L'observation était tout de même surprenante. Les matériaux de construction traînent encore au port de Turquie, faute de paiement. Malgré la perception de cet acompte, Samibo Congo CRL n'avait jamais débuté les travaux. Les jours sont passés, les 100 jours écoulés, les 17 millions de dollars empochés. Curieusement, les projets se métamorphosent et s'orientent vers les policiers et militaires, différents de la déclaration du chef. Une nouvelle société intervient dans les projets. Osmal CRL, c'est d'elle qu'il s'agit, émet le 11 juin 2019 une facture de 57 millions de dollars américains pour la fabrication de 3000 maisons préfabriquées, 1000 pour les policiers et 2000 pour les militaires. Selon les sources, Osmal CRL est une société qui appartient au même sujet libanais du nom de Jamal Sami, propriétaire des Samibo Congo, qui n'avait pas encore rendu compte des 17 millions de dollars américains perçus auparavant. Cette société a été créée le 23 avril 2019 pour la circonstance de la mafia et n'a que 9 000 $ américains de capital social. Pourtant, le 11 juillet dernier, lors de la célébration de la journée africaine des luttes contre la corruption, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait dit sa détermination d'en finir avec la corruption au pays. Pour une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec hargne et sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins. Mais voilà que la mafia se trouve à sa propre porte. Le 20 juin 2019, Vital Kamerhe a saisi la Direction générale de contrôle de marchés publics, lui demandant la non-objection sur les marchés de gré à gré octroyés à Osmal, sa société des circonstances. Jolino Makelele, vous avez suivi avec nous ce dossier rendu par Ambroise Mamba. Le chef de l'État l'a dit, il va aller combattre la corruption sous toutes ses formes. Et nous ne comprenons pas très bien ce dossier, Jolino Makelele. Et on m'a dit, un internaute m'a dit de vous poser cette question. Chaque fois qu'il s'agit de l'argent, il y a toujours la signature du directeur du cabinet du chef de l'État. Il joue quel rôle, lui? Est-il le Premier ministre, entre guillemets, de la République? Non, il faut quand même... D'abord, avant toute chose, je dois dire que il faut qu'ils aient du souffle. Ils auront du mal, ceux qui pensent qu'avec ce genre d'allégations, de colportage, ils pourront amener à une séparation de Vital Kamerhe, de Félix Tshisekedi. Nous sommes dans une alliance cash, nous sommes deux partenaires et nous avons décidé de cheminer. Même si l'autre s'attribue des marchés comme ça, de non-objection de 57 millions de dollars, qui créent des entreprises, un travail qui n'a jamais commencé, il a encaissé 17 millions de dollars, les travaux n'ont jamais commencé, les matériaux ne sont même pas embarqués en Turquie, les preuves sont là. Notre journaliste d'investigation a travaillé, donc est-ce qu'Ambroise Mamba veut diviser Fachi avec Veka? Si vous voulez bien m'accorder, je vous en prie. Je dis tout simplement ceci, en préliminaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un combat sournois de ceux qui veulent saboter l'action de Félix Tshisekedi, qui pensent pouvoir rentrer par ce biais-là. Le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est lui le directeur de l'administration de la présidence de la République. Le président de la République, lorsqu'il agit, le directeur du cabinet, il agit par mandat. C'est-à-dire que ses attributions à lui consistent à représenter l'État dans les engagements que l'État prend au nom du président de la République, au nom de la présidence de la République. Et que donc, il n'y a, j'allais presque dire, aucun élément
aucun dossier... Qui échappe au chef de l'État? Qui échappe au chef de l'État. Et la preuve, c'est que toutes les correspondances qui sont adressées à des tiers à l'étranger, de toutes ces correspondances, le président de la République est ampliataire. C'est-à-dire que soit il donne son aval en amont, soit qu'en aval, après qu'il ait reçu la communication. Mais dans tous les cas, il travaille en symbiose. Donc, on ne peut pas dire ça, c'est des montages de gens. Le vrai problème, c'est lequel, madame? Lorsqu'on décide de faire du social, lorsqu'il est établi que nos militaires, par exemple, ont besoin d'être... Les camps militaires sont devenus des mouroirs. Des camps militaires sont devenus des mouroirs où vous allez voir un adjudant dans un état de délabrement avancé, jusqu'à y compris un colonel ou un général. Allez dans les provinces, ici ça va encore. Lorsqu'il faut construire des habitations pour eux, une habitation, quand vous prenez 57 millions, madame, vous prenez 3000 habitations, vous divisez 57 millions par 3000, ça vous donne à peu près 19 à 20, aux alentours de 20 000 $, la maison de 2 chambres, tout ça. Maintenant, vous allez trouver ça où? Une maison comme ça. Mais c'est à compte de 17 millions. Attendez. La compte a été versée tout de même. Il n'y a aucun début de travaux par rapport à Sanibo Congo. Aucun début de travaux. Je dis tout simplement ceci. Il y a des choses qui relèvent de l'urgence. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une situation qui est faite, qui existe, eh bien, vous demandez des comptes. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avoir l'objectif. L'objectif est d'avoir ces maisons. Si cela peut passer par, j'allais presque dire, une autre démarche, vous atteignez le même résultat. Justifie les moyens, c'est ça. Je ne dis pas que ça, mais vous atteignez le même résultat, c'est-à-dire vous mettez à la disposition des gens qui ont besoin de logements sociaux, des vrais logements. Le vrai problème est là. Entre les civils et les militaires, le choix, c'était ça la balance entre les maisons des civils et les maisons des militaires. Ça va arriver. VK a choisi les militaires. C'est ça? Ça va arriver, madame. Ça va arriver, les maisons sociales des civils. Et vous verrez qu'il y a un programme ambitieux en ce sens-là. Mais le problème, c'était quoi? Il faut quand même que nos militaires, qui ont beaucoup donné pour le pays, et qui sont dans une situation pratiquement de découragement, parce qu'ils ne sont pas bien logés, où l'État ne s'occupe pas d'eux. Mais ils sont devenus une priorité. C'est vrai. Nous comprenons le côté social. Dans une priorité plutôt par rapport à une autre. C'est vrai. Tellement... Vous êtes justifié, mais nous voulons comprendre. C'est vrai que vous êtes la bouche autorisée de l'UNC. Les 17 millions encaissés. Il a bien dit dans la facture, selon Ambroise Mambaissé que nous avons suivi tout à l'heure, que les matériels sont bloqués en Turquie. Je n'ai pas d'autres renseignements qui puissent... Aucun début de travaux par rapport à ça. Aucun début de travaux. Je n'ai pas d'éléments qui puissent soutenir ces affirmations. Changement de... Non, je n'ai pas d'éléments qui puissent soutenir ces affirmations. Ok. Changement de... Le moment venu, vous aurez... On aurait des preuves. Mais moi, j'aimerais bien comprendre. Sanibo Congo et... Le directeur de cabinet va faire une conférence de presse. On posera la question. Vous poserez la question. Sanibo Congo qui s'échange à cette société, c'est la même personne. Non, je vous dis aucun élément. Je n'ai pas d'élément d'appréciation là-dessus. Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Mais je vais peut-être me documenter. Je reviens encore avec cette question parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes. Le rôle de Vital Kamerhe, c'est vrai que j'y reviens parce que quelqu'un m'a dit reposez encore cette question, l'émission est interactive et très suivie. Monsieur Vital Kamerhe est dans presque tous les dossiers où il y a l'argent. Répondez-moi froidement. Est-ce que c'était lui, le caissier de la présidence, c'est lui qui donne son avis vraiment définitif par rapport quand il y a décaissement d'argent? Et ce marché de gré à gré, est-ce que c'est légal? Ça se fait dans ce pays? Est-ce qu'il ne faut pas... Comment on appelle ça encore pour le terme technique le direct, permettez-moi, mais c'est un marché de gré à gré. Donc est-ce que c'est légal et tout ça? Est-ce que Vital Kamerhe, selon vous, il y a des gens qui veulent le diviser avec le président de la République, est-ce qu'il n'est pas en train de rendre aussi un mauvais service au chef de l'État? Quand il y a tout le temps des dossiers comme ça qui fuitent dans le net, il y a toujours le nom de Vital Kamerhe, il y a toujours le nom de Vital Kamerhe. Les deux sont associés, donc ça réjaillit aussi sur le chef de l'État. Oui, je peux comprendre cette approche-là. Mais c'est une approche que je récuse personnellement. Parce que ce sont les gens qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement de la présidence de la République. N'oublions pas que nous ne sommes pas en situation normale où il y a un gouvernement. Non. Il y a des mesures, il y a des initiatives qui ont été prises par la présidence d'urgence, comme il n'y a pas de gouvernement. Comme il n'y a pas de gouvernement. Et le suivi est assuré, certes, par le... Mais tout ce qui relève des ordres. Mais madame, nous avons
un service de comptabilité, nous avons un gestionnaire des crédits. Il y a un gestionnaire des crédits à la présidence de la République, comme ailleurs. Vous n'allez pas lui demander de sortir de l'argent comme ça, de l'État, qui aille dans la poche de quelqu'un sans que lui ne le sache. Et pour ce qui est du marché, il y a des marchés qui sont de gré à gré, et puis il y a d'autres marchés qui se font par appel d'offres. Appel d'offres, merci l'expression. D'autre part, lorsque vous devez agir de cette manière-là, c'est normal, vous sollicitez d'abord l'avis de la direction générale rattachée au ministère du Budget qui s'occupe justement des marchés publics. Et c'est cette direction va vous dire, quand on sollicite un avis de non-objection... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Contrairement à ce que les gens pensent, il ne s'agit pas de dire, dites-moi que je suis dans... Ou plutôt, ne dites pas que je suis dans le mauvais. Dans le mauvais, non. C'est pas ça. Ça veut dire... C'est pas obliger quelqu'un de sortir l'argent. Non, c'est pas ça. On vous demande à cet organe de dire... Pardon, de donner son accord ou de ne pas le donner. Ah, c'est ça. C'est un avis qu'il donne. Et si l'avis, lorsqu'il est conforme, ou l'intérêt est manifeste, il donne un avis de non-objection. Ok. Sinon, il n'y a pas d'avis. Alors, nous attendrons d'ici la construction de ces maisons. Pour le reste, les finances publiques sont organisées de manière telle que personne ne peut... La traçabilité. Hein. Il y a une traçabilité. Il ne faut pas soupçonner Vital Camara de tout et de rien. Merci Julien Makelele, merci d'être passé à la barre. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez eu réponse à vos questions. Merci à tous mes téléspectateurs, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci express aussi à mon président Gabriel Chabani qui nous donne l'opportunité en tout cas de poser toutes les questions possibles. Merci de nous encourager dans ce travail. Merci à toute l'équipe technique, Frédéric Pimo et Maurice Gigandou à la régie finale. Et un gros coucou à mes enfants qui me suivent en ce moment. Je suis la maman de 3G. Donc, merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Inch'Allah.